Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Ils gaspillent tout notre temps pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour les questions, s'il y a des questions, c'est clair. Ouais. Bonjour, Jean-Joël, alors Olivier, secrétaire général de l'association de l'Église. Donc, je voudrais apporter quelques petites précisions sur ce qui a été soulevé ici et là. D'abord par rapport à l'Agence française de développement. Il faut savoir que il y a une plainte qui a été déposée justement par la société civile gabonaise et un certain nombre d'actions. L'objet de cette plainte visait à mettre en évidence les dysfonctionnements liés au prêt, notamment la garantie de l'État français qu'elle a octroyé à l'AFD pour lever des fonds sur les marchés. Il faut savoir que l'AFD est à la fois une société étatique, donc une EPIC, qui est à la fois privée et publique. Donc elle viole totalement l'ensemble des règles de la concurrence au niveau de l'Union européenne. Donc c'est ces deux points-là qui ont été soulevés sur la plainte dans l'enquête complémentaire qui a été envoyée au tribunal administratif le 28 décembre. Pourquoi on envoie le 28 décembre? Pour éviter justement qu'on inscrive des lois qui viennent casser ce point qui était essentiel dans le dossier. Ça, c'est le premier point. Le second point, l'AFD a prêté au Gabon de 2009 à maintenant, comme disait M. Yannick Gambo tout à l'heure, près de 800 millions d'euros. La quasi-totalité de ces prêts ont été convertis, ne sont jamais remboursés par l'État gabonais, mais convertis dans des programmes en termes de climat. On a fait des recherches sur le terrain. Au niveau des écoles, il n'y a aucune école qui a été sur le terrain. C'est que du vent, que du vent. Donc, on endette la jeunesse gabonaise, on endette l'État gabonais, on endette le peuple gabonais pour des projets qui sont bien, vraiment bien. Mais ce n'est pas un cas propre au Gabon. C'est quasiment dans tous les pays de la zone CFA. On a soulevé le même problème à Douala, à l'aéroport de Douala, qui a été financé autour de 40 millions d'euros. Là encore, quid de l'avocat d'un aéroport digne de ce nom. Vous parliez tout à l'heure des paiements acquis. Nous sommes en train de travailler sur un dossier qui est à la fois très sensible sur les 18% de la famille, au total contre la famille Bongo. Au même titre que les accords, les prêts léoniens qui existent entre certaines entreprises françaises et l'État gabonais. Donc, nous sommes travaillant sur ce qu'on appelle le maximum d'associations gabonaises. La société civile, on a déjà la chance d'avoir dans ce groupe-là, Dynamique Unitaire, et le rôle Dynamique Unitaire de M. Georges Yama, et le rôle de M. Pagan, qui nous soutiennent dans ces actions-là. Donc on essaie d'appeler le maximum d'associations dans les diasporas, pas uniquement gabonaises, mais des autres diasporas, pour qu'on pèse de tout notre poids, parce qu'on a les franco-gabonais, on a les franco-africains, la voix, l'urne est essentielle dans son situation, et on a besoin de tout le monde. Je voulais aussi rajouter un autre point sur l'élection au niveau Gabon. Il faut savoir que nous avons aussi saisi un certain nombre de juridictions, notamment la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dans le cadre du Gabon. Nous avons saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies contre la France, parce qu'elle soutient de manière ouverte le pouvoir de l'Union. Si, en reconnaissant par exemple son ambassadeur, donc en accréditant son ambassadeur, on a soulevé tous ces points-là au niveau des Nations Unies. On a vu hier la sortie du vice-président italien qui démontre à suffisance le rôle de la France dans la spoliation, dans la pauperisation de l'Afrique. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Philippe Naderi, je suis juste étudiant à Sciences Po Paris, comme vous savez. Et en fait, j'ai une question à vous poser qui est volontairement cynique. Donc, déjà, j'aimerais vous témoigner de mon sincère respect à tout ce qui est présent et qui lutte pour les droits humains et la démocratie. Mais je me demandais si ce n'était pas un peu difficile, parce que vous vous opposez au régime d'Ali Bongo, le bon sens, le droit, la démocratie. Là où eux parlent en termes d'intérêt. Donc est-ce que, juste sur ça, est-ce qu'on arrive à être audible? Et la deuxième chose, c'est que vous avez parlé, Michel a parlé de mener des actions sur le plan diplomatique. Et est-ce qu'il ne faudrait pas envisager d'avoir une prise en compte géopolitique actuelle? Parce que c'est très difficile d'envisager un nouveau régime au Gabon qui mettrait à mal les intérêts français. C'est mal, mais c'est pas fait.
c'est très difficile d'envisager aussi une renonciation au pouvoir par le régime d'Ali Bongo, sachant que le régime qui lui succédera les mettra aux arrêts et les inculpera. Et on a parfois dans l'histoire en Afrique, cette méthode de dire qu'il faut une transition, un accord arrangé entre un pouvoir qui a été longtemps illégitime et un nouveau pouvoir. Il y avait cette mentalité-là de Mandela de dire est-ce qu'on veut de la vengeance ou est-ce qu'on veut construire l'avenir? Et l'idée, c'est de dire est-ce que peut-être que l'opposition gabonaise pourrait envisager une manière concertée de prendre le pouvoir, par exemple en garantissant une amnistie pour les principaux dirigeants actuels du régime d'Ali Bongo, qui serait une condition à ce qu'ils rendent le pouvoir. Mais je trouve un peu utopique, et c'est vrai que je dis c'est un terme cynique, un peu utopique de croire que des gens rendent le pouvoir en sachant qu'ils seront inculpés. C'est voire même impossible. C'était ma question. Et... Réponse volontairement cynique. Peut-être juste pour dire, parce que j'ai cité un exemple, mais ça a été le cas en Tunisie, après Ben Ali avec Kaïd Bedjisselsi, qui est devenu Premier ministre de transition, et qui a garanti une certaine immunité pour certains dirigeants, mais même pour Mandela en Afrique du Sud, qui a quand même pris le pouvoir, était parti du pouvoir, qui était quand même l'un des hauts dignitaires du régime d'apartheid. Alors, je pense qu'il ne faut même pas remonter aussi loin, je pense qu'on peut parler d'un cas très récent qui est celui de la RDC. Voilà. Il y a toujours le dilemme, est-ce qu'on préfère les arrangements d'arrière-boutique ou la démocratie pleine? Moi, je ne veux pas me résoudre au fait que les Africains, les Gabonais ou d'autres, devraient subir une période de semi-démocratie. Je prends souvent cet exemple. Celui qui ne connaît pas du tout le téléphone, il va vouloir le dernier smartphone, il ne va pas vouloir le téléphone filaire des années 90. Donc on veut tout de suite arriver au bout, surtout dans ce monde où on voit comment les choses évoluent. Ensuite, non, il n'y a pas de naïveté. On sait très bien que Kali Bongo ne va pas se lever un matin en se disant bon, c'est vrai que finalement j'ai volé, j'ai tué, il faut que je m'en aille. Non, on sait qu'il allait beaucoup trop loin pour raisonner comme ça. On sait très bien qu'il y a des intérêts officieux qui nous dépassent. Moi, j'aime à dire que Vincent Bolloré, c'est le vrai ministre des Affaires étrangères, en tout cas des ministres des Affaires africaines. Voilà, tous ceux qui connaissent un peu le dossier le savent très bien. Tout ça, on sait. Maintenant, quand je parlais d'innovation diplomatique, c'est fort de tous ces constats, comment arriver si on part du principe que la paix et la stabilité sont les intérêts communs au niveau des Nations Unies, eh bien prenons le mot, tout simplement. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de pression, un alignement des planètes peut-être utopique, mais je crois que c'est possible. Et je pense justement qu'il faut avoir cette ambition la plus grande possible pour arriver, même si ça mettra du temps, à ce qu'on souhaite. Alors vraiment, il n'y a pas on sait très bien qu'il y a des forces contraires et il faut lutter avec tout simplement, et si c'est pas maintenant, ce sera jamais, je pense. Merci. Alors moi je vais peut-être répondre aussi par une question cynique. Enfin, cynique ou je sais pas. Quels sont les nobles intérêts français au Gabon ou en Afrique centrale en général qui ne peuvent être défendus qu'au détriment des peuples africains? Quels sont ces intérêts nobles? Ou pourquoi ces intérêts nobles? Parce que la France est une grande nation. C'est la nation des droits humains. Moi j'aime ce pays. J'aime beaucoup la France. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonnes choses ici. Mais il faut qu'elle arrête avec cette bipolarité. Où à certains moments, à la face du monde, c'est la grande nation. Face à l'Occident, face à l'Asie, c'est la nation des droits humains, c'est la nation de la culture. Et face à l'Afrique, en fait, pour nous, la France reste un bourreau. C'est-à-dire que, quels sont ces intérêts? Pourquoi les intérêts français en Afrique ne peuvent être défendus que par des responsables politiques qui aident leur peuple, qui les maltraitent, qui les oppriment, qui les tuent, qui les privent de liberté? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de défendre que les intérêts français puissent rimer avec le bien-être des Africains? Pourquoi ces intérêts ne peuvent être maintenus, ne peuvent être défendus qu'au détriment de l'Afrique? Voilà ce que nous voulons changer.
question pour nous de dire que nous allons chasser la France, je ne sais pas pour nous couper du monde, ce n'est pas possible. Nous vivons à l'ère de la mondialisation. On a besoin d'échanger. Et notre premier partenaire, ce sera forcément la France. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que la France comprenne que pendant trop longtemps, les fameux intérêts ont été à notre détriment. Nous voulons aujourd'hui que nos besoins aussi soient pourvus. Et nous, notre développement ne demande pas beaucoup. Ils veulent manger à leur faim, ils veulent être logés décemment, ils veulent aller à l'école, ils veulent se soigner, ils veulent des routes, ils veulent des infrastructures. Pourquoi ça, c'est incompatible avec les intérêts de la France? Voilà la question que moi je pose et qu'il faut poser aux Français, aux autorités politiques françaises, aux autorités, aux gens comme les Bolloré qui soutiennent ça. Je pense qu'on aura tous à gagner si on accroît le niveau de vie des Africains, si on leur donne ce qui leur revient de droit. Tout le monde sera gagnant. Leur pouvoir d'achat va s'accroître, donc ils vont acheter davantage. Tout le monde est gagnant dans ça. C'est ce paramètre-là qu'il faut comprendre aujourd'hui. Il faut qu'on parte du paradigme selon lequel la France doit se développer au détriment de l'Afrique. On doit arriver au paradigme où la France doit avancer, l'Afrique aussi. Et plus l'Afrique sera forte, plus la France le sera, et mieux le monde se portera. Juste un petit bémol dans ce que vous dites, c'est que c'est la responsabilité aussi des Africains. Toi, quand tu dis la France, oui. Mais tout ça, c'est par la complicité des Africains qui sont au pouvoir. Bien sûr. Écoutez, moi je suis allée au Botswana, Namibie, il y a la santé pour tous, l'éducation pour tous, etc. Et c'est un gouvernement qui n'est pas corrompu. C'est-à-dire qu'il fait la redistribution par rapport à ses ressources naturelles, en l'occurrence, là, sur les diamants. Mais bon, là, le problème qu'on a, c'est que d'une part, il y a cette colonisation depuis ce temps, mais là, il y a quand même des gens, Omar, que ce soit le père ou le fils, qui avaient énormément d'argent et qui n'ont pas redistribué, France ou pas France. Tu vois, c'est là-dessus où il y a quand même... Non, mais moi je suis d'accord. C'est pour ça que je suis contente qu'il y ait cette nouvelle génération qui veulent absolument, en interne, faire en sorte que ce soit. C'est pour ça que la question que j'ai posée, c'est de savoir pourquoi les intérêts français ne peuvent être défendus que par des dictateurs qui violent les lois de leur pays. Parce qu'on les maintient au pouvoir sous prétexte qu'ils protègent les intérêts français. Non, est-ce que des présidents qui font de la distribution de richesses, qui prennent en compte les besoins des populations, ne défendraient pas aussi les intérêts français? Quels sont ces intérêts-là qui ne peuvent être défendus au détriment de nous? Et nous dénonçons les complicités de ces dictateurs et c'est pour ça que nous les combattons. Allez-y, et là, deux questions. Et après, on est obligé d'arrêter, hein, parce que je me souviens qu'on avait pas cette oreille. Tu appuies sur là où il y a une petite oreille. Non, là. Ça soulève aussi un point très important qui est le point de l'impunité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut plus d'impunité. Parce que lorsque règne l'impunité, c'est ici même que les choses se retournent. Et je vais donner un exemple qui est lié à l'AFD. En novembre 2018, tout récemment, la Commission des Affaires étrangères s'est réunie pour valider le contrat triennal 2017, 2018, 2019 de l'AFD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parlementaires se sont trouvés devant la situation où ils devaient valider un contrat en 2018 qui avait commencé en 2017. Et ils se sont aperçus, de fait, qu'ils n'ont pas pu jouer le rôle démocratique parlementaire qu'ils devaient exercer. Et ça, c'est parce que des actions sont menées en toute impunité. Et ça va jusqu'à avoir des répercussions sur les parlementaires français. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait un réveil et qu'on dise stop à l'impunité. Ça ne passera que par là. Et vous qui êtes parlementaire, je vous posais des questions, je me demandais, lorsque les parlementaires français ne peuvent plus jouer le rôle démocratique, quelles actions ils ont pour stopper ça? Est-ce qu'ils ont un moyen d'action? Ou est-ce qu'au final, aujourd'hui, ceux qui sont les défenseurs de la démocratie, qu'ils soient
en Afrique ou qu'ils soient en France, on les met ligotés par des intérêts. Et que finalement, on est tous ici autour de cette table à se regarder et à dire que faire? Que faire pour que la vérité soit dite? Que faire pour que la restitution du pouvoir soit donnée à celui qui a gagné l'élection? Que faire pour que les populations africaines, et j'avais dit même françaises, ne tombent pas dans une misère extrême? Aujourd'hui, on en est là. On en est à se demander comment protéger notre planète, l'Afrique et la forêt gabonaise, et le poumon, et un des poumons de notre terre. Elle est en train d'être saccagée pour cultiver de l'huile de palme et des huiles de palme que l'on récupère ici pour fabriquer de l'énergie. Quand est-ce qu'on arrête tout ça? Et qui va pouvoir l'arrêter? Et je crois que le début de la solution, c'est de refuser l'impunité. Chacun à notre niveau, avec notre voix, avec nos postes, avec nos fonctions. Allez-y. Bonjour, je me présente Fondino Vénistène, je suis président de plusieurs associations qui touchent beaucoup la communauté africaine, et je me permets de prendre la parole parce qu'il y a quand même certaines choses qui me choquent, certaines choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, en tout cas moi de mon point de vue, de ma façon de concevoir les choses. C'est-à-dire que nous sommes face à cette dualité entre les intérêts d'une part et l'émotion d'autre part. Alors moi j'ai une question. Pensez-vous, comment peut-on attendre des politiques français qui délaissent les intérêts de leur propre peuple pour venir défendre les intérêts du peuple africain? C'est une notion que quand on la regarde, c'est impossible. C'est impossible. Les dirigeants français sont censés défendre les intérêts du peuple français, pas les intérêts du Gabon, de l'Afrique, etc. Et ne pensez-vous pas qu'avant de parler de la France ou de citer la France, nous devons nous-mêmes d'abord africains évoluer? C'est une question. Alors je prends un exemple. Si nous parlons d'intérêt, je prends un exemple. Vous êtes par exemple des vendeurs et moi je suis l'acheteur. Vous vendez un produit et je viens vers vous acheter ce produit. Ce produit coûte par exemple 10 €, mais lorsque je viens vous voir, vous me dites qu'il coûte 100 €. Est-ce que cela fait de vous quelqu'un de méchant? Non, je ne pense pas. Si vous faites votre affaire, c'est parce que vous cherchez à créer des intérêts, des bénéfices. Parce que vous avez les factures à payer, vous avez les enfants envoyés à l'école, vous avez le gaz à payer, vous avez l'électricité, l'essence. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de méchant. C'est d'abord moi qui aurais dû me renseigner pour savoir combien coûte ce produit avant de venir négocier avec vous, afin que nous puissions être sur le même pied d'égalité. Mais si nous, Africains, ne prenons pas la peine de le faire, comment peut-on venir derrière accuser la France parce qu'elle défend ses intérêts? Non, la France n'est pas méchante. Soyons logiques. Si nous parlons en termes d'État, la France défend ses intérêts. Si nous ne défendons pas nos intérêts, même si nous ne défendons pas nos intérêts, si nous ne sommes pas assez intelligents pour évoluer, comment peut-on accuser la France? J'ai compris dans le sens de ton interpellation, qui n'est pas cynique mais qui est froide. La question c'est quels sont ses intérêts? Quels sont ses intérêts? Premièrement. Et deuxièmement, ce que je soulève dans ta question, c'est est-ce que nous, on n'a pas une forme de responsabilité de notre manière de défendre nos propres intérêts? Mais ça, on va faire la boucle. Ce que disait tout à l'heure Laurence, et je trouve que c'est très juste, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui des personnes suffisamment armées, légitimes, avec une volonté de défendre les intérêts pour le faire. Ceux qui ne sont pas élus par le peuple ne défendront pas les intérêts du peuple. Dans ce cas-là, si on va dans ta logique, Ali Bongo, il n'est pas méchant. Il défend ses intérêts à lui, les intérêts de son clan.
Donc il n'est pas méchant, ça marche. Il y va. Sur 100 €, il y aura 60 qui vont aller aux Français, 30 qui vont aller dans la poche d'Ali Bongo et 10 qui vont aller au peuple. Il sera content, dans ce cas-là, ça marche. Donc, ce que je veux dire, c'est que sur le fond, tu as raison. Sur le fond, tu as raison. Les Africains doivent défendre leurs intérêts. C'est ce que tous les Gabonais ont souhaité faire en votant pour Jean-Ping. Ils ont décidé que Jean-Ping était la personne la plus à même de défendre leurs intérêts. Ils se sont fait assassiner. Donc, comment aujourd'hui élever le niveau d'exigence quand on risque de se faire simplement tuer? Ensuite, pour ce qui est de la France, la question c'est quels sont leurs intérêts. Est-ce que c'est dans les intérêts de la France d'aller acheter de l'huile de palme au Gabon, le proposer à Total qui ont eu la possibilité de le faire, tout en organisant la COP 21, etc., et en jouant sur le côté de la diplomatie verte? Non, je suis désolé, c'est pas leurs intérêts, c'est les intérêts de Total, pas les intérêts de la France. Non, j'ai la réponse à la question que vous posez, si vous me permettez de terminer sur... Oui, s'il va falloir... Oui. Oui, je disais que j'ai une réponse par rapport à cela. C'est-à-dire qu'un jour, lors d'une manifestation, j'étais allé rencontrer une dame dans un café pour lui expliquer pourquoi nous manifestions pour le Gabon, et j'ai toujours été choqué par la réponse qu'elle m'a donnée. Elle m'a dit, lorsqu'on défend une cause, ça veut dire qu'on est prêt à mourir pour cette cause. Ce n'est pas ici, en France, qu'il faut manifester. Il faut prendre un billet d'avion aller au Gabon et prêt à mourir pour la cause pour laquelle vous vous battez. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour cette cause, c'est-à-dire descendre au pays du Gabon, c'est que vous n'êtes pas prêt à défendre cette cause. Vous voyez, ce que je veux dire par là, celui qui est mort par définition, il est pas loin. Ce que je veux dire par là, je termine en disant cela, c'est-à-dire que la France, pour avoir son indépendance, elle a mené une révolution, les gens sont morts. Et croyez-moi que les droits de l'homme avant, quand la France, les Français se battaient dans la rue, n'étaient pas les droits de l'homme qu'il y a aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu mai 68, les gens se sont battus. Si nous, Africains, nous ne sommes pas prêts à descendre dans la rue et à nous battre pour défendre nos propres intérêts, quels que soient les beaux discours que nous ferons en France, ou quel que soit ce que nous dirons, nous ne pouvons pas attendre des politiques français que ce soit eux qui viennent nous libérer. Nous devons d'abord nous-mêmes, quel que soit le prix à en payer, nous devons d'abord nous-mêmes nous battre pour nos intérêts. Et ensuite, après, nous pourrons compter sur les politiques françaises. Alors, moi, je voudrais juste terminer en disant que, en tant qu'écologiste, c'est pas que le problème de la France maintenant, que le problème du Gabon, que le problème de chaque pays. On est dans un village planétaire. Donc, si on épuise la ressource, si on déforeste, si on plante et on fait de l'accaparement des terres, tu vois, on parlait d'huile de palme, etc., mais c'est pas la même chose en Malaisie ou en Indonésie, de toute façon, il n'y aura plus d'humanité. Donc là, ça dépasse même ce que tu dis sur les intérêts de chaque pays. Les intérêts maintenant sont bien. Et que si on attaque le Gabon, eh bien, tu attaques la France aussi. Tu attaques les citoyens européens, tu attaques l'humanité dans son ensemble. Donc maintenant, il faut que tu revoies ça sur un plan global. Et pendant un moment, on faisait l'épuisement, l'appauvrissement, si tu veux, des ressources naturelles. Et la France en a bénéficié parce qu'ils étaient plus forts. L'Europe, pendant combien de temps, elle a épuisé aussi les ressources, toi, des pays africains, d'Asie, etc. Maintenant, il y a de rapports de force qui est en train de changer. Mais là, c'est un moment très important. Parce que s'il n'y a pas une rébellion, et souvent ça passe un peu par l'éducation, une rébellion grâce à des associations comme les tiennes, ou comme celle de Yannick, ou comme Laurence, etc., ben, ça part aussi du peuple. Mais maintenant, c'est un peuple planétaire. Voilà. Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école, c'est chaud. La jeunesse est fauchée. Il gaspille tout nos dos pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché?